Bonjour à tous, bienvenue sur e-learning physique. Aujourd'hui, c'est pas un poisson d'avril, on va corriger l'épreuve physique 2 du concours central 2018 donné dans la filière MP qui concernait différents aspects de la géophysique de la planète Terre avec l'étude du champ de pesanteur terrestre, avec l'étude de gravimètre, avec l'étude de gravimétrie, de prospection électrique des sols. Donc je vais faire une petite vidéo par partie au moins sur les 4 premiers points que j'ai déjà regardés. Et donc aujourd'hui on va corriger ensemble la partie 1 qui était une partie très proche du cours sur laquelle il fallait absolument prendre tous les points, et pour prendre tous les points il fallait être très précis, il fallait être capable de rentrer dans les détails de ton cours. J'en profite d'ailleurs pour dire que si tu es un fidèle téléspectateur ou spectateur de la chaîne e-learning physique, pratiquement jusqu'à la partie 4 inclus, tu avais vraiment beaucoup d'éléments à la fois bien sûr dans ton cours mais également sur la chaîne, puisque j'ai fait une vidéo sur le théorème de Gauss en gravitation, j'ai fait une vidéo sur le poids c'est quoi, donc il reprend la définition précise du champ de pesanteur, bien sûr c'est dans ton cours également. Et j'ai fait une troisième vidéo un peu plus originale, une résolution de problème justement sur la gravimétrie, avec un problème très proche mais dans une autre géométrie que la partie 4. Donc au lieu de prendre une grotte sphérique, moi j'avais pris chercher une nappe de pétrole avec un pendule simple. Donc voilà, c'était très proche. Donc si éventuellement tu as regardé ces 3 vidéos pour cette épreuve, tu étais blindé, tu étais prêt. Alors, question Q1, donc il fallait énoncer le théorème de Gauss et faire l'analogie entre gravitation et électrostatique. Donc pour faire ça, moi ce que je suggère, c'est d'écrire déjà la force de gravitation entre deux masses, donc qui est l'analogue de la force de Coulomb entre deux charges. Et sur ces deux expressions, on voit directement les analogies. Donc en gravitation, la masse, c'est l'analogue en électrostatique de la charge, moins g, constante de gravitation, c'est l'analogue de 1 sur 4 pi epsilon 0. Donc bien sûr, le champ de gravitation en un point, c'est l'analogue du champ électrique, puisque la force de gravitation, c'est la masse soumise à ce champ, alors que la force électrique, donc c'est la charge soumise au champ électrique. Donc en électrostatique, le théorème de Gauss que je te conseille d'énoncer avec une phrase: le flux du champ électrique à travers une surface fermée forcément orientée vers l'extérieur, c'est la charge intérieure divisée par epsilon 0. Donc le flux du champ de gravitation à travers une surface fermée, donc c'est moins 4 pi g fois la masse intérieure à la surface de Gauss, et il n'y a que la masse intérieure à la surface de Gauss qui va rentrer dans le calcul de l'application du théorème de Gauss. Bon, alors on peut s'amuser aussi à mettre pourquoi pas des équations locales. Divergence de E Maxwell-Gauss est égal à ρ sur epsilon 0, ρ densité volumique de charge. Donc ça c'est l'analogue de divergence de G est égal à moins 4 pi G ρ, mais ρ ici masse volumique. Rotationnel de E Maxwell-Faraday égale moins dB sur dt, donc 0 en statique. Donc rotationnel de G est égal au vecteur nul. Et puis E a les propriétés d'un vrai vecteur. Donc il appartient à tout plan de symétrie de ses sources. Il est perpendiculaire à tout plan d'antisymétrie de ses sources. De la même manière, G appartient lui aussi à tout plan de symétrie de ses sources, qui sont bien évidemment les masses et non pas les charges. Donc voilà pour ce petit tableau d'analogie. Et donc principalement l'énoncé du théorème de Gauss, le flux de G égale à moins 4 pi G, la masse intérieure à la surface de Gauss. Alors, il fallait l'appliquer pour calculer, donc ça c'est ce que j'ai déjà fait dans une vidéo, donc je vais aller très vite. Le champ de gravitation créé par la Terre en un point extérieur à celle-ci. Donc, alors on va prendre un point M, on va mettre les coordonnées sphériques, donc le vecteur ER, Theta, mais enfin il fallait quand même bien expliquer sur ta copie ce que tu faisais, à la fois concis, précis. Donc, première chose, détermination de la direction
de G, qui se comporte donc comme un vrai vecteur. Donc il faut trouver deux plans de symétrie au minimum qui passent par M, il y en a en fait une infinité. Tous ceux qui contiennent la droite Tm sont des plans de symétrie. Donc on peut par exemple donner pi1 donc égal à M, mais toujours M dans le nom des plans de symétrie, tu montres bien que ça passe par M. Donc pi2 égale MER, donc E phi. Donc tu sais que G appartient à l'intersection de ces plans de symétrie, donc G est parallèle au vecteur ER. Alors on ne connaît pas encore son sens, mais en tout cas on a sa direction. Et puis ensuite donc G en sphérique dépend de R θ phi. Bon, j'ai pas mis de trièdre cartésien qui nous permettrait de définir les différents angles. Donc ici il y a en tout cas invariance par toute rotation de la masse, donc des sources autour de T, donc G ne dépend que de R, et on va donc travailler en mesure algébrique. Donc il est de la forme G bar de R, ER. Donc sépare bien les deux étapes, direction du champ et dépendance vis-à-vis des coordonnées. Les symétries donnent la direction, les invariances de la distribution donnent la dépendance. Alors bon, maintenant donc on va appliquer le théorème de Gauss que je ne réécris pas. Donc il faut choisir une surface de Gauss de manière à ce que le calcul du flux de G soit élémentaire, et ça faut que ça passe par M évidemment, on ne choisit pas la Terre elle-même. Donc on choisit la sphère de centre T de rayon petit r, tout ça il faut quand même l'écrire. Donc le flux ça fera 4pi r carré surface de la sphère G bar de R en mesure algébrique, puisqu'en fait on a projeté selon le vecteur ER, ds est orienté vers l'extérieur. Donc est égal à moins 4pi G, donc comme on est à l'extérieur de l'astre, c'est grand M. Donc G bar de R est égal à moins G grand M sur petit r carré, moins G grand M donc sur RT plus Z. On ne confond pas la distance au centre de l'astre et l'altitude Z par rapport au sol. Donc on retrouve le résultat très important qu'au voisinage immédiat de la Terre, tout se passe comme si toute la masse était ramenée au centre de la Terre. Résultat pas du tout évident. Quand je me tiens sur le sol, voilà. Tout se passe comme si l'attraction gravitationnelle était la Terre tout entière ramenée en son centre. Voilà pour la question 2. Question 3, donc il fallait estimer les variations de G avec l'altitude, puisque quand on s'éloigne donc de la surface du sol, G varie. Alors Z va rester très petit devant RT 6400 km à peu près. Donc on va faire un petit développement limité. Donc pour ça on met le terme prépondérant en facteur, RT carré. Donc 1 plus Z sur RT au carré, donc en bas, donc quand on le monte ça fait puissance moins 2. Donc ça fait moins GMT sur RT carré, donc ça c'est la gravitation à la surface du sol, 1 moins 2Z sur RT. Et donc si on calcule, alors il fallait faire attention aux notations, le champ de gravitation c'était des G ronds et la constante de gravitation universelle c'était un G droit. Donc G de Z moins G de 0 sur G de 0, donc la variation relative, donc ça fait en valeur absolue, donc 2Z sur RT. Et donc on nous demandait à quelle altitude il faut aller pour que ça vaille 1%, donc 10 puissance moins 2, donc ce qui nous donnait donc Z est égal à RT sur 2, 10 moins 2, alors avec RT égale 6400 km, donc 3200 km, divisé par 100, donc 32 km. Donc voilà, donc ça nous montre que G est quand même, pour des applications usuelles, constant pratiquement sur toute l'épaisseur de l'atmosphère, mais comme l'épreuve va nous parler d'effets très fins de gravimétrie, de mesure de variation de G, eh bien à l'ordre le plus bas, on voit que quand même G peut varier, et donc éventuellement on peut être amené à en tenir compte et à mesurer ces variations. Alors, justement, question, donc ça c'était la question Q4, donc question Q5. Donc dans la question Q5, on nous demandait de calculer le gradient vertical, allez j'efface tout, de G, donc la dérivée par rapport à Z, donc G diminue, donc ce gradient
est négatif, hein, cette dérivée elle est négative, donc ça va faire moins GMT sur RT carré, donc fois 2Z sur RT. Voilà. Alors bon, on va le prendre en valeur absolue. Que représente-t-il physiquement? Donc, comme tout gradient, il est dirigé vers les zones où le champ de gravitation est élevé, donc il est vers le bas. Il est perpendiculaire aux surfaces iso-G, qui sont en fait des sphères, mais enfin, si on fait un développement limité en Z, ça veut dire que localement, on néglige la courbure, hein, donc ce serait des plans horizontaux localement. Et que représente-t-il physiquement? C'est la pente, hein, avec laquelle G va varier verticalement. Alors Q6, les géophysiciens utilisent comme unité de mesure le champ de pesanteur. Pour mesurer le champ de pesanteur, le gal avec, donc 1 gal est égal à 1 cm seconde moins 2. Donc c'est homogène à une accélération. Donc ça c'est pour mesurer le champ de pesanteur. Donc effectivement, bon, c'est pas l'unité internationale, mais c'est un sous-multiple. Donc évaluer la valeur du gradient exprimée en microgal par centimètre. Alors quand on fait l'application numérique, ça fait 3 10 puissance moins 6. Alors en unité SI, ce serait donc G, c'est une accélération. Mètre seconde moins 2 divisé par des mètres, donc ce serait des secondes moins 2. Mais bon, on peut faire apparaître mètre seconde moins 2 par des mètres pour bien montrer. Donc on peut prendre centimètre seconde moins 2 par centimètre. Et on voit donc que ça va nous donner 3 10 moins 6, donc 3 microgals par centimètre. Sachant que les géophysiciens donc mesurent des variations de l'ordre du microgal par centimètre, hein. Donc, du microgal, donc effectivement on voit que c'est une unité très petite, je crois que c'était dit quelque part ailleurs. Hein, donc en fait on est capable donc de détecter de très petites variations, puisque si on utilise cette unité, c'est qu'elle est adaptée. Ça veut dire que les choses qu'on mesure sont de cet ordre de grandeur là. Donc ça veut dire que les géophysiciens sont capables de mesurer de très petites variations de G. Alors 1C, donc champ de pesanteur terrestre. Donc là, bon voilà, je pourrais te ramener à la vidéo le poids c'est quoi, où je rentre même dans plus de détails. D'ailleurs dans ton cours aussi probablement tu rentres dans plus de détails. Mais on va rappeler donc en gros ce qu'est la pesanteur, le petit g et ce qu'elle n'est pas. Donc on a la latitude géographique, donc c'est pi sur 2 moins θ des sphériques, hein, qu'on appelle parfois la colatitude. θ là c'est phi, on l'appelle parfois aussi lambda. Bon là c'était noté phi, donc il fallait respecter la notation. Et donc on a la distance au centre de la Terre, donc on a un point M à la surface de la Terre. Donc dans le référentiel terrestre, la Terre est immobile, mais dans le référentiel géocentrique, la Terre tourne autour de l'axe des pôles. Donc on a un vecteur oméga qui est vertical. Et donc on a une force d'entraînement du point M dans le référentiel terrestre par rapport au référentiel géocentrique galiléen. Donc c'est une force centrifuge. Donc, donc la force d'inertie d'entraînement. Donc c'est moins la masse fois l'accélération d'entraînement du point M. Donc ça fait M oméga carré HM. Bon. Alors je crois qu'en filière MP, on ne raisonne pas sur le point géométrique coïncident. Bon, les PC qui me regardent savent qu'on peut regarder le point fixe de R' qui coïncide avec M à l'instant T, donc qui décrit une trajectoire circulaire de centre H et de vitesse angulaire oméga. Donc voilà, M oméga carré HM. Donc si on projette ça avec un vecteur U, donc qui serait HM sur norme de HM, donc un vecteur unitaire dirigé de H vers M, donc ça va faire M oméga carré, donc HM c'est RT cos phi projeté sur le côté adjacent, donc cos phi vecteur U. Donc ça c'est la force d'inertie d'entraînement qui va rentrer dans la définition de G. Bon, on ne nous demandait pas de refaire le petit raisonnement avec le pendule simple, hein. On sait que mg c'est l'opposé de la tension dans l'expérience du fil à plomb. Hein, c'est comme ça qu'on définit précisément le poids. Bon, on ne nous demandait pas tout ça, on nous redonnait la définition de G, donc deux contributions, la contribution principale, le champ de gravitation, et puis donc la contribution supplémentaire, l'opposé, attention c'est l'opposé, hein, c'est un terme centrifuge, donc RT cos phi, HM, donc vecteur U.
Donc le terme prépondérant est de loin, c'est lui. Donc ces deux vecteurs ne sont pas colinéaires. Donc la force d'entraînement, elle est dirigée selon cet axe. La force de gravitation, elle est dirigée vers le centre de la Terre. Et la résultante des deux, règle du parallélogramme. Donc G, bon, mon dessin est un petit peu confus, je vais effacer l'angle phi. Donc G, voilà, il forme un angle epsilon avec la direction au centre de la Terre. On pourrait le calculer, mais ce n'était pas demandé. On ne demandait pas non plus une étude complète des variations de G avec la latitude. Mais quand même, voilà, donc on voit que G va être alors minimal à l'équateur, parce qu'à l'équateur, la force d'entraînement est directement opposée, et c'est là qu'elle est de norme maximale au champ de gravitation ici, alors qu'au pôle, en fait, il n'y a plus de force d'entraînement, il n'y a que l'attraction gravitationnelle de la Terre, puisque phi vaut pi sur 2, cos phi vaut 0. On est sur l'axe de rotation. Donc, G est minimal à l'équateur, maximal au pôle. Application numérique. Comparer de manière relative le terme d'entraînement dû au champ de gravitation calculé à l'équateur. Donc, oméga carré RT à l'équateur sur donc GMT sur RT au carré. Bon, alors je te laisse vérifier que ça fait 0,3%. Donc, ça veut dire qu'au pire ou au mieux, la force d'entraînement, c'est 0,3% du terme principal qui est l'attraction gravitationnelle de la Terre. Voilà, il fallait absolument essayer de prendre tous les points dans cette partie-là qui était la plus facile, la plus proche de ton cours, qui devait te rassurer quand même pas mal. Avant d'attaquer donc des questions plus ouvertes sur les mesures du champ de pesanteur à l'aide de pendules, puis les gravimètres à fléau, donc là c'était rotation d'un solide autour d'un axe fixe, c'était pas mal, c'était assez accessible, hein. Moi j'ai trouvé ce sujet vraiment très bien, parce que pas délirant, pas trop calculatoire, vraiment très bien. Et puis les applications de la gravimétrie avec le théorème de superposition, le théorème de Gauss, c'était assez amusant de voir comment on peut utiliser concrètement ce théorème de Gauss pour détecter des grottes, des cavités, des gisements sous la Terre. Donc on se retrouve dans la prochaine vidéo. Je vais corriger beaucoup d'autres sujets de différents concours. Donc tu peux toujours t'abonner. À bientôt.